Et ben pour ce nouvel Art Café du mois de mai, on a décidé de vous parler des traitements de substitution ou plus exactement des médicaments de substitution. Parce que les médicaments de substitution sont une partie des traitements de substitution, le traitement étant bien évidemment beaucoup plus large et beaucoup plus humain aussi que juste des petites pilules à prendre, bien qu'elles soient complètement indispensables et qu'elles aient révolutionné beaucoup de choses. Et que depuis qu'on utilise ces médicaments, on a réussi à avoir une prise en charge et une adhésion aux soins, et notamment à des prises en charge autres que l'addiction, notamment des pathologies psychiatriques, mais aussi beaucoup de pathologies somatiques, et de prise en compte de leur santé des usagers. Donc voilà, pour ce matin, on va vous parler beaucoup de médicaments de substitution. Et c'est Olive Riccobono qui va vous présenter une partie du diaporama. Et moi, je me chargerai de la suite, enfin d'une partie. Voilà, donc moi je suis Michel Cadar, je suis médecin coordinateur du réseau Arca Sud Vaucluse. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Olive Riccobono-Soulier, je suis médecin coordinateur d'un XAPA sur Avignon, donc le XAPA Addiction France. Donc, l'idée, en effet, c'est de faire une petite présentation d'abord des opioïdes, des opiacés, et ensuite partir, on va dire, sur les TSO. Ça sera plus Michel Cadar qui va intervenir sur les règles de prescription. Après, l'idée, je sais qu'il n'y a pas que des médecins dans ces arts cafés, c'est vraiment de répondre à vos questions sur les diverses prises en charge, comment accompagner par rapport à ces traitements, ces médicaments de substitution opiacés. Donc voilà. Donc globalement, là vous avez sur la gauche de l'écran on va dire une capsule en fait d'opium. C'est une molécule, enfin une subplante qui s'appelle Papaver somniferum, qui est l'opium qu'on trouve, vous verrez tout à l'heure en fait en Afghanistan, etc. De cette plante qu'on incise, en fait, on sort un latex qui lui s'appelle vraiment l'opium. Qui sous différentes formes a été utilisé, séché sous forme de vin, d'opium, etc. Mais classiquement, on sèche la résine qui va permettre ensuite un usage. Ensuite, de cette résine, il y a 3 molécules actives, 3 alcaloïdes actifs qui ont été plutôt extraits. Donc la thébaïne, la morphine et la codéine. Donc ça, c'est les 3 substances vraiment actives de l'opium, du latex. Tout ce qui est en beige marron, c'est ce qu'on appelle vraiment les opiacés, parce qu'en fait, c'est les produits naturels. Et ce qui est vert, donc c'est les produits synthétiques. Et ce qui c'est orange, enfin marron et vert, c'est les semi-synthétiques en fait, parce qu'ils sont tirés justement donc de la thébaïne avec diverses transformations. On va avoir de l'oxycodone, de la buprénorphine et de l'hydrocodone. À partir de la morphine, on va avoir en fait un phénomène d'acétylation, donc la diacétylmorphine, ce qu'on appelle l'héroïne. Et par contre, il y a tous les médicaments synthétiques. Ce sont des médicaments qui n'ont pas forcément les mêmes structures que la codéine, la morphine et la thébaïne, mais qui vont s'accrocher aux mêmes récepteurs au niveau cérébral et au niveau même digestif, puisqu'il y a certains récepteurs aux opiacés au niveau digestif. J'ai entendu quelque chose, mais non, c'était peut-être juste... voilà. Vraiment, n'hésitez pas. Donc, en effet, globalement, on parle plus généralement d'opioïdes, parce qu'aujourd'hui, on voit que on va dire les substances... les substances naturelles, on les utilise encore un petit peu. En effet, la codéine, elle est encore utilisée, je pense qu'elle soit faite de manière presque synthétique là aujourd'hui, mais voilà, ce qui est surtout, on va dire, important, c'est en fait toutes les molécules qui sont synthétisées. Voilà, notamment on verra tout à l'heure les traitements
les traitements opiacés un peu costauds qu'on trouve aujourd'hui au niveau médicamenteux, le tramadol, etc., ce sont des molécules synthétiques. Donc les opioïdes en général, c'est plus large. Alors ça, j'ai marqué une petite liste de toutes les substances qu'on peut trouver. Alors initialement, il y avait ce qu'on appelait le laudanum, c'est les opiacés, on va dire, et l'opium en fait a vraiment servi énormément pour la gestion de la douleur. Initialement, c'était vraiment ça. Et notamment, voilà, le laudanum, qui était une soluté alcoolique d'opium. Le nom, ça vient de laudere, c'est mériter les louanges, louer quelqu'un. Donc, ça a vraiment aidé énormément dans la gestion de la douleur. Dessous, vous voyez, on va dire donc la diacétylmorphine, qui est de l'héroïne, qui se présente sous plusieurs formes, héroïne brune, héroïne blanche, avec donc voilà des degrés de pureté différents, des transformations chimiques un peu différentes. Voilà. Et des usages un peu différents. On est obligé, par exemple, les usagers, selon l'héroïne qu'ils utilisent du citron pour acidifier et pour rendre l'héroïne plus utilisable, plus injectable. Et ce qui peut quelquefois du citron ou de l'acide ascorbique. Et quand on utilise du citron, il peut y avoir, par exemple, des effets indésirables au niveau de certains champignons, de certaines moisissures qui sont sur le jus de citron. D'où l'idée, par exemple, quelquefois, quand on fait ce qu'on appelle, nous, de la réduction des risques, de proposer des sachets d'acide ascorbique ou d'acide citrique. Merci Bernard. Bernard, sur le chat de conversation, disait « En France, c'est surtout l'héroïne marron qui est disponible », en effet. Et en fait, sur la partie droite, vous avez tout ce qui est traitement, en fait, médicamenteux, avec les puissances les équivalences équi analgésiques, on appelle ça comme ça. Par exemple, la morphine, on considère que c'est la substance de référence. La codéine, en fait, est beaucoup plus faible que on va dire la puissance analgésique de la morphine. Donc, elle est à 0,2. Et puis, on voit qu'on a, par exemple, l'oxycontin à 2,2, l'oxymorphone à 6,7, la buprenorphine 33,3 et le fentanyl qui est 100 fois plus puissant. Pardon. Et voilà, donc l'idée, c'est qu'en effet, les traitements, on va dire, sont de plus en plus puissants au niveau de la douleur et aussi, du coup, au niveau du pouvoir addictogène que ça peut occasionner, parce qu'en effet, le soulagement est plus grand, l'apaisement est plus grand, et les effets psychoactifs peuvent être beaucoup plus puissants. Donc ça, c'est en effet l'origine, en fait, les circulations, on va dire, d'opiacés, d'héroïne, en fait, et de morphine, à partir initialement, essentiellement, donc du croissant d'or et du triangle d'or, donc Afghanistan et sinon Thaïlande, Vietnam, donc où on voit que ça part en fait vers les États-Unis, vers la France, vers les pays d'Europe du Nord. Alors moi je bouge ma souris, mais c'est Michel qui a le pouvoir sur la souris de la présentation. Voilà, donc voilà. En fait, tout part globalement d'Asie et d'Afghanistan. Voilà. Il y a un peu de producteurs d'opiacés mais c'est surtout la cocaïne qui vient on va dire des pays d'Amérique centrale. Globalement, on reste quand même sur les opiacés au niveau Afghanistan et croissant et triangle d'or. Voilà. Alors ça, c'est un petit peu l'évolution en fait. Donc les documents qui sont les 2-3 diapos d'après sont tirés de l'OFDT, donc l'Office français, l'Office français donc des drogues et des toxicomanies. En fait. Toxicomanies. Globalement, en 2018, les quantités d'héroïne en France dépassent 1 tonne par an. Ça, c'est les saisies. Et globalement, ça fluctue un peu. Enfin, c'est un peu fluctuant au niveau
au niveau des saisies, mais globalement, ça reste sur 1,4 tonnes. Alors, ça a augmenté ces derniers temps, en 2022. Voilà, c'est 1 tonne, 1,4 tonnes. Ça augmente, ça a augmenté ces derniers temps et nous, on le voit en pratique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens, enfin, moi, moi, je suis arrivé en addicto en 2015, 2016. Il y avait très peu d'usagers d'héroïne, en tout cas dans le sud de la France. Il semblerait qu'il y en ait eu plus dans les pays proches de la Belgique, etc. Et en fait, là, ces derniers temps, après le Covid, on en a eu un peu plus dans le sud avec des jeunes. Voilà. Donc, est-ce que c'est ce qui explique, on va dire, la plus grande présence de saisie en France, peut-être? Avec des teneurs, vous voyez, hein, de teneurs en. Non, ça, c'est les prix, pardon. Des prix voilà, des prix qui baissent et des teneurs en substances actives qui augmentent. Hein, voilà. Donc, le prix, il est à 33 euros le gramme en 2020 et avec une urine qui est plus pure. Hein. Donc, elle est plus dosée en principe actif. En France, au niveau de l'héroïne, hein, je parle bien de l'héroïne, on ne parle pas des médicaments opiacés qui sont un peu différents, mais en tout cas, le niveau d'expérimentation est globalement faible. Hein. 1,3% en 2017 hein, d'expérimentation parmi les 18-64 ans, un peu plus les hommes que les femmes. Et l'usage régulier est quand même très rare d'héroïne. Hein. On voit sur en effet hein, l'évolution par contre donc ça c'est des recherches qui sont faites en cas rude entre 2015 et 2019. Par contre, on voit vraiment une augmentation des usagers. Alors, pas forcément, on va dire, de manière illicite ou de manière détournée, mais en fait, les gens consomment plus de méthadone et plus de Skénan. C'est entre 2015 et 2019, il y a une augmentation de l'usage de médicaments, en fait, hein, plus que d'héroïne, on va dire, drogue, j'allais dire. Hein, voilà. Et on voit l'apparition, alors, excuse-moi Michel, je suis allé trop vite. Voilà, les questions sur le tramadol, le fentanyl qui apparaissent entre 2015 et 2019, c'est parce qu'en fait les usagers en fait hein, commencent parlent de leurs usages, on va dire de médicaments. Ça se trouve parfois au marché noir, mais sinon voilà, ça peut être aussi des traitements utilisés pour la douleur notamment. Voilà. Hop. Ah, Voilà. non, ça va dans le Là, mauvais suivant sens. Hein. l'arrière. Ouais. Oui. Attends. Ah oui, pardon. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc globalement, en fait, hein, le nombre de personnes traitées par les médicaments de substitution aux opioïdes augmente depuis leur introduction en 95. En France, on a été assez euh, en retard hein, sur le traitement des addictions pardon, à l'héroïne, aux opiacés. Euh, Peut-être que tu pourras en parler, Michel. Voilà, mais en fait, le nombre de lits méthadone qu'il y avait au tout début était très limité, très rapidement embolisé par les usagers, par on va dire les premiers usagers qui ont été accompagnés hein, pour leur addiction aux opiacés. Donc, en fait, initialement, il y avait très très peu de prescriptions de méthadone et des lits vraiment réservés. Il y avait une frilosité très importante en France, alors que dans d'autres pays, même d'Europe, en fait, hein, il y a eu plus plus de facilité d'accès, pardon, à ces traitements-là. Mais globalement, voilà, l'usage, hein, le traitement des usagers de drogue opiacés n'a cessé d'augmenter depuis l'introduction en 95. Alors là, globalement, en 2017, il y avait 180 000 personnes qui étaient traitées par médicaments de substitution aux opiacés. Contrairement à d'autres substances comme la cocaïne, comme le cannabis, enfin, je crois que ça a vraiment été euh, une révolution dans l'accompagnement, on va dire, parce que ça permettait vraiment de rompre des chaînes, on va dire, de marché noir, de souffrance, beaucoup, hein, parce que un usager qui est accro aux opiacés, il y a des besoins terribles, en fait, hein, on verra les syndromes de sevrage, il me semble, voilà, sont très, très désagréables. Quand on est addict aux opiacés, en fait, on peut quasiment pas mener une vie normale. Par contre, l'intérêt des traitements de substitution, des médicaments de substitution, c'est qu'il y avait, on va dire, la possibilité de récupérer une vie sociale
un boulot, etc., strictement normal. Donc ça, c'est vraiment par rapport à d'autres drogues hein, qu'on accompagne ou en XAPA. Là, on a vraiment un soutien pharmacologique qui est non négligeable et qui permet aussi l'accès à des soins autres, hein, dont Michel parlait, de la psycho, enfin voilà. Il faut savoir que vraiment, quand on est en manque, on ne peut pas penser, on ne peut pas réfléchir sereinement. Donc là, l'idée d'avoir un traitement de substitution, ça a tout changé au niveau de l'accompagnement. Ah non, c'est quelqu'un qui a mal Voilà, dû mettre son micro. c'est Alors, ça. pour revenir un peu sur l'histoire, effectivement, ah, faudrait couper votre micro. Merci. En France, on était quand même très en retard par rapport à d'autres pays, notamment au Royaume-Uni. Et on voit que, par exemple, l'épidémie de VIH qui a explosé en France avec des contaminations par les seringues n'a pas eu lieu aussi fortement là-bas parce qu'ils avaient déjà toute une prise en charge avec déjà la réduction des risques, avec déjà des traitements de substitution. Et puis en France, on a mis des traitements de substitution, mais ça a été très violent. Il y a eu un certain nombre de médecins qui se sont appliqués, qui ont prescrit avant que ce soit légal et, et qui ont réussi à pousser un peu les pouvoirs publics, mais bien évidemment, surtout avec l'aide des associations d'usagers qui ont aussi beaucoup œuvré pour ça. Et on s'est rendu compte que, bah, effectivement, on avait des résultats super intéressants et qu'on avait plein de personnes qui venaient nous voir et que les 50 places de méthadone qui étaient pendant très longtemps ouvertes à Paris, à Sainte-Anne, étaient bloquées que pour les mêmes personnes. Et à partir du moment où on a réussi à montrer que c'était efficace, ça a été très difficile parce que, effectivement, il y a eu des réticences et par certains acteurs de la prise en charge des addictions à cette époque-là, et par beaucoup la psychiatrie, hein, qui a freiné des quatre freins, parce que soi-disant, le fait de mettre des traitements de substitution empêchait les gens de penser et qu'ils ne pourraient plus avancer dans leur démarche. Bon, voilà, maintenant, on a un peu fini ça, bien que parfois ça revienne un peu au goût du jour. Oui, au niveau des traitements, en fait, hein, donc les traitements substitutifs opiacés, il y a globalement deux traitements hein, qui sont le BHD, donc la buprenorphine au dosage, qui est le plus fréquent qui peut être prescrit en ville de manière plus souple hein, que la méthadone, qui est réservée en primo-prescription au XAPA et au service hospitalier. Alors, il y a des médecins généralistes hein, qui essayent on va dire, d'œuvrer pour que on puisse prescrire la méthadone en ville parce que on va dire euh, le, on va dire l'efficacité de la méthadone. Enfin, alors, les deux sont très efficaces. Après, il y a des spécificités de l'une et de l'autre, des facilités de traitement, etc., qui sont un peu différents. Mais voilà, l'idée c'est que ces traitements, donc pourquoi la méthadone et le Subutex, pardon, le BHD est le plus fréquent, c'est parce qu'en fait, il y a une prescription plus facile en ville euh, par rapport à la méthadone. Par contre, on voit que la méthadone, globalement, augmente et ne cesse d'augmenter depuis 1998. Donc ça, c'est des études hein, qui sont faites très régulièrement sur sur les décès liés aux surdoses. Euh, Globalement, voilà, en 2019, il y avait 503 décès. Alors, c'est des décès, on va dire, déclarés, documentés. Il y a, je pense, en fait, hein, plein d'autres décès qui sont associés aux opiacés, qui ne sont pas forcément déclarés comme des overdoses par notre système on va dire, de récupération des données. Euh, globalement, les opioïdes concernent 70% des surdoses mortelles et globalement, ça monte au niveau de la méthadone. Hein. C'est le premier produit en cause ces dernières années. 35% des cas d'overdose sont liés à la méthadone, voilà. Donc, plus que l'héroïne actuellement. Les autres cas de surdosage, voilà, c'est bon, les autres opiacés, la morphine. On voit hein, globalement, alors on n'en est pas aux crises des opiacés comme il se passe on va dire, de l'autre côté de l'Atlantique, mais clairement, l'héroïne est plus ce qui entraîne, on va dire, aujourd'hui les dommages les plus importants, parce qu'en effet, il y a de la réduction des risques au niveau infectieux, parce qu'en effet, elle est moins utilisée. Par contre, tout ce qui est traitement médicamenteux, euh,
qu'en état d'urgence. Alors, je vois on va dire une remarque, sur la conversation. Quelqu'un qui dit, en fait, je pense qu'en urgence et en état de manque, le BHD est largement plus souple à utiliser. Les rendez-vous seront largement plus facile en fait qu'en XAPA. C'est vrai qu'en fait, on essaye en XAPA alors d'être le plus réactif et réactive possible sur l'introduction. Alors, on introduit quelquefois aussi de la buprenorphine en XAPA. On n'est pas que sur la méthadone. Mais c'est vrai que l'accès au traitement et l'accès aux soins ces dernières années était un peu compliqué. On avait des listes d'attente, enfin, on a eu des délais de prise en charge un peu plus importants. D'où l'intérêt, on va dire, de la médecine de ville, mais qui est aussi en grosse difficulté. Donc là, on est sur quelque chose qui, on va dire, qui j'espère va se régler, où on essaie de trouver des solutions à ça. Parce qu'en effet, les premiers usages, enfin, la médecine, on va dire, de ville est la médecine qui peut facilement aider les usagers. Malheureusement, aujourd'hui, qu'avec la buprenorphine, alors que s'il y avait, on va dire, la possibilité de prescrire la méthadone en ville, je pense qu'en effet, en urgence, en état de manque, la méthadone a tout son rôle aussi, clairement. Voilà. Mais par contre, en effet, les délais de prescription au XAPA, c'est un peu plus compliqué, d'où la BHD qui est plus prescrite. Je ne sais pas si j'ai été clair là-dessus, parce que du coup, On y reviendra après quand on va parler des médicaments, voilà. je pense. Au niveau donc des modes de consommation des opioïdes, donc on a la forme là, qui est la forme sniffée. Alors l'héroïne, ça se sniffe. Donc c'est l'image qu'on voit en haut à gauche. Ça peut s'injecter, donc ça c'est en haut à droite. Ça peut se gober, mais ça c'est plutôt l'ordre des médicaments. Voilà. Il y a d'autres usages. En bas, en plein milieu, vous voyez en fait quelqu'un qui chauffe une feuille d'aluminium. En fait, c'est ce que les usagers appellent chasser le dragon. Ça fait une sorte de gouttelettes on va dire, de produits actifs, et les gens essaient d'attraper cette gouttelette. Après, il y a un usage, éventuellement rectal, mais c'est pas énormément utilisé, je pense. C'est surtout globalement le sniff, l'injection, chasser le dragon, fumer. Après, là, en bas à gauche, vous voyez un dispositif qui est lui un dispositif de RDR, enfin de RDR, c'est qu'en fait c'est une sorte de nébulisation de l'héroïne au niveau nasal. Parce qu'en fait, selon l'usage, selon on va dire le mode de consommation, il y aura des effets un petit peu plus ou moins rapides. Et ce qui est intéressant, enfin ce que cherchent les usagers usagères quelquefois, c'est vraiment un effet, on va dire un peu flash, un peu orgasmique, et qu'on ne trouve pas, par exemple, avec certains traitements substitutifs qui sont pris par la bouche. D'où certains usagers, par exemple, qui prennent la buprenorphine, qui la sniffent aussi, parce qu'il y a un effet un peu plus rapide par la muqueuse nasale, par exemple. Ou injection. Par l'anus, ça s'appelle des plugs, si on vous en parle. Donc, globalement, comme je disais tout à l'heure, l'opium a été un médicament miracle dans la douleur. Et en fait, les effets recherchés aujourd'hui sont le côté antalgique, bien sûr, mais en fait, ça diminue aussi les douleurs morales importantes. Il y a vraiment une sensation de bien-être psychique qui est important avec tous les opioïdes. L'effet somnolent, sédatif, ça permet de dormir, de planer un petit peu, de calmer. Il y a un effet euphorisant initial, et notamment selon l'usage et le mode de consommation. Vraiment, on voit des usagers qui décrivent en fait cet orgasme, j'allais dire, quand les opiacés, les opioïdes sont utilisés en injection. Alors globalement, la toxicité par rapport à d'autres substances, notamment par exemple l'alcool ou le tabac, la toxicité des opiacés, des opioïdes est vraiment moindre.
En dehors, en fait, donc, il y a les overdoses, il y a l'accoutumance et les problèmes liés au mode de consommation, mais il n'y a pas une énorme toxicité au niveau, par exemple, voilà, au niveau de la mémoire par rapport au benzo. Voilà, il y a peu d'actions, peu de délétères hein, sur la mémoire, sur les circuits cognitifs. Par rapport à l'alcool, c'est bien moindre au niveau de la toxicité également. Par rapport à la cocaïne, voilà, qui entraîne des troubles infarctus, AVC, etc. Les opioïdes, en fait, hein, en dehors de la toxicité d'overdose, j'allais dire, et les problèmes liés au risque au mode de consommation, il n'y a pas de risque sur la santé propre. Les effets indésirables, hein, c'est ce qu'on va voir, je crois, enfin, c'est vraiment le syndrome de sevrage et du coup, tous les risques sociaux qui sont secondaires, en fait, hein, la désinsertion, parce qu'en effet, se trouver en manque d'opiacés dès le matin, ça empêche en fait hein, de mener une vie normale. Voilà, il y a l'idée de chercher hein, le produit. Enfin, c'est vraiment un envahissement de la pensée hyper important. D'où l'idée du traitement, des traitements, des médicaments substitution qui vont permettre, en effet, ce que je disais au tout début, de plus être dépendant en fait de la recherche du produit, de pouvoir être soulagé sur, on va dire, ce syndrome de sevrage et de mener une vie tout à fait normale. D'ailleurs, il y a des pays en fait où en termes de traitement de substitution, alors c'est pas tout à fait une substitution, mais il y a en Suisse hein, notamment de la prescription d'héroïne injectable, alors supervisée, mais qui permet en fait déjà de pouvoir se dire, en fait, j'ai ma prescription, j'ai pas à courir, je vais tous les matins, ou je sais pas vraiment comment ça se passe, mais je vais, oui, je pense tous les matins chercher et me faire mon injection d'héroïne dans un centre supervisé, et finalement, je peux mener une vie tout à fait sereine, et, enfin, la plus sereine possible et la plus normale possible, en tout cas, travailler et avoir une vie de famille, etc., avec de l'héroïne médicale, j'allais dire. Hein. Et je rajouterais que c'est parce qu'on est certain qu'il n'y ait pas de dégâts induits par les opiacés au long cours qu'on prescrit des traitements, des médicaments de substitution au long cours et qu'on n'a aucun scrupule à ce que les gens ne les arrêtent pas éventuellement. Hein. Et même chez les femmes enceintes, on en prescrit parce que ça n'a jamais entraîné de malformation. Il y a un éventuel syndrome de sevrage chez les nouveau-nés, mais il n'y a pas de malformation qui est induite par les opiacés. Donc c'est un produit qui est finalement relativement confortable, je dirais, pour les soignants, parce qu'au moins on est sûr de pas qu'il n'y ait pas de dégâts au long cours uniquement dû au produit. C'est vraiment dû au mode de consommation ou à l'overdose qui fait que les gens meurent, mais sinon voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, même les usagers, usagères ont tendance à vouloir arrêter quelquefois hein, les médicaments de substitution aux opiacés, aux opioïdes. Ça peut s'entendre et on peut essayer de les accompagner là-dessus, mais clairement, il y a des usagers, enfin, je leur dis, mais peut-être qu'en maison de retraite, vous aurez encore votre méthadone, parce que ça stabilise certaines choses, ça stabilise voilà, certains troubles psychiques, etc. Hein. On parle beaucoup de pathologie duelle en addictologie. Voilà, les opiacés régulent quand même certains niveaux d'angoisse, certaines anxiétés. Et en fait, il n'y a pas de crainte à avoir, comme je disais, contrairement aux benzodiazépines, qui, elles, sont beaucoup plus toxiques sur le long cours, notamment au niveau de la mémoire, par exemple. Hein. Donc, clairement, quand on est hors addicto, on peut avoir un peu peur de ces substances, qui sont quand même des substances dangereuses, en effet, de par le risque d'overdose, mais globalement, ce sont des substances beaucoup moins toxiques que d'autres médicaments et que d'autres substances pharmacologiques. Voilà. Concernant les médicaments de substitution aux opioïdes, en fait, en France, on utilise essentiellement deux produits hein, qui sont la méthadone et la buprenorphine. Donc, buprenorphine au dosage, hein, ce que je disais tout à l'heure, BHD. Avec alors les modes d'administration, ça c'est une diapo un peu ancienne puisque on verra tout à l'heure pour la buprenorphine, il y a d'autres voies d'administration aujourd'hui, et puis même au niveau des posologies, ça a augmenté un petit peu. Alors au niveau de la méthadone, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une grande variabilité de posologie.
ça, 40 mg, c'est finalement la posologie souvent à laquelle on commence. On peut commencer à 20, enfin 20-40, mais il y a des usagers qui ont on va dire une tolérance aux opiacés importante. Et on a des personnes qui ont des doses de méthadone beaucoup plus importantes, 200, 300 mg. Enfin, en tout cas, voilà. L'idée, c'est de soulager premièrement le manque physique et ensuite le manque psychologique. Hein. Donc, il y a deux seuils globalement. Il y a un premier seuil, le manque physique qui est soulagé assez rapidement. Et après, on cherche une dose un peu plus supérieure qui permette en fait de calmer le mental, hein, de calmer l'envie, le craving, etc., qui est souvent un peu plus élevé. Et voilà, quand on parle de posologie, 40-80 mg, c'est très très variable. Il y a beaucoup d'usagers, usagères qui sont au-dessus de ces dosages-là et d'autres qui sont en dessous. Hein, mais c'est surtout, voilà, c'est très variable. Alors que, par contre, pour la buprenorphine, alors l'AMM, on est bloqué aujourd'hui à 24 mg, ce qui pour certains usagers est pas suffisant. Donc, pour rester dans la légalité, il nous arrive de repasser sur la méthadone quand on voit qu'à 24 mg, les cravings sont un peu forts encore. Ce qui est intéressant, alors là-dessus, en fait, voilà, donc au niveau pharmacodynamie, la méthadone, c'est un agoniste pur, hein, donc des récepteurs opioïdes mu. La buprenorphine a un effet agoniste-antagoniste, pardon, qui rend son usage, alors c'est pas plus compliqué, mais par contre, notamment sur les anesthésies, etc. Voilà, les anesthésistes savent s'en charger. Quelquefois, préfèrent repasser un peu sous des opiacés, sous de la méthadone avant. Ça m'est arrivé une fois qu'un anesthésiste me dise j'aimerais bien qu'on repasse sous méthadone avant l'intervention parce que il y a des risques de sevrage du coup avec la buprenorphine. Enfin, c'est un peu plus complexe à gérer, mais pas tant que ça. Mais par contre, ça a l'avantage aussi d'être beaucoup plus sécure parce que du coup, il y a le côté agoniste-antagoniste fait qu'il n'y a pas d'overdose ou enfin que c'est quelque chose de quasiment impossible d'avoir des overdoses avec de la buprenorphine toute seule. Tout à fait. Et je vois, oui, sauf, Oui. alors en effet, hein, on parlait en fait d'une autre forme de buprenorphine qui est toute nouvelle, qui s'appelle le Buvidal, où en effet les doses peuvent être équivalentes à 32 mg. Alors moi j'avoue que je ne sais pas si le docteur Dufay est là, mais moi j'ai jamais utilisé le Buvidal parce qu'en fait les premières prescriptions étaient faites en centre pénitentiaire et je crois qu'il commence à y avoir au XAPA, enfin XAPA ressources, Ressources. voilà, XAPA ressources, quelques usagers qui vont pouvoir bénéficier de cette buprenorphine sous-cutanée. Hein, voilà. Mais c'est vrai que ça fait très longtemps qu'il y avait eu des études, notamment en Italie, qui montraient que ça n'était qu'à partir de 52 mg par jour que certains usagers négativaient leurs autres consommations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on augmentait la quantité de buprenorphine, les gens finalement consommaient moins de cocaïne, consommaient moins d'autres produits. Donc c'est quand même probablement qu'ils allaient mieux. Allez, on va avancer. Donc, on va passer aux différents produits. Donc, ça, c'est une. On a piqué ça au SRAE des Pays de Loire, qui est un ancien réseau qui a été transformé en, en truc régional et du coup qui a écrit cette diapo. Et donc, on voit bien que il y a méthadone. Il y a deux sortes de méthadone. Il y a la méthadone gélule et la méthadone sirop. Alors, la méthadone, ça ne peut être prescrit en primo-prescription que par soit des médecins de XAPA, soit des praticiens hospitaliers, avec un certain nombre de contraintes qui sont parfois respectées, parfois moins. C'est-à-dire que normalement, il faut commencer par de la méthadone sirop, obligatoirement, et ce pendant 1 an. Et ça n'a pas encore changé, avec au départ, avant la prescription, une analyse d'urine montrant ce que consomme l'usager. Donc après, chacun en fait ce qu'il veut de cette analyse d'urine, parce que parfois il y a déjà de la méthadone, parfois il y a... Voilà, c'est en fait pour être sûr qu'il y ait au moins un opiacé quelconque, pour ne pas
primo-induire de la méthadone à quelqu'un qui n'a jamais rien consommé, qui ne consomme pas à ce moment-là. Encore que la méthadone peut aussi être donnée, voilà. Enfin, on peut parfois induire des traitements de substitution à des personnes qui avaient arrêté de consommer des choses, mais qui se retrouvent prêtes à en reconsommer. Et ça peut être aussi un point de départ. Mais sinon, la méthadone, donc, c'est sirop pendant 1 an, c'est délivrance, donc, soit en XAPA, parce qu'il y a certains XAPA qui ont euh, je ne sais plus comment on appelle ça, mais enfin, qui ont de la méthadone dans leur structure. Et sinon, c'est sur prescription, tout en sachant que les prescriptions de tous les traitements de substitution, quand on fait une ordonnance, on va voir comment il faut faire l'ordonnance, mais cette ordonnance, elle ne peut être délivrée que par fraction de 7 jours, sauf si on marque quelque chose de spécial, et que de toute façon, les ordonnances de méthadone en sirop ne peuvent être faites que pour 14 jours. Donc ça limite quand même beaucoup les utilisations au long cours de ce sirop. Le sirop, il a été la première galénique parce que c'était soi-disant pas injectable. En fait, les injecteurs ont vite trouvé comment est-ce qu'on pouvait injecter de la méthadone, mais bon, ça ne s'est pas trop fait finalement. Et donc, il y a un certain nombre de dosages, 5, 10, 20, 40 et 60 milligrammes. Et donc, on commence faiblement, donc comme disait Olivier, 20, 30, 40 milligrammes, et on augmente, mais sans augmenter trop vite, parce qu'il faut augmenter sur des paliers de quelques jours, parce qu'il y a une espèce d'effet diesel qui fait que ça monte progressivement l'effet et que si on monte trop fort, eh ben on risque de se retrouver avec des personnes qui sont un peu la méthadone donc en sirop. Voilà, on l'augmente progressivement jusqu'à ce que les gens soient bien. Hein. On n'a pas de dosage médicamenteux pour savoir si on est au bon dosage et c'est vraiment parce que les gens nous disent bah, je suis encore avec des symptômes désagréables ou parce que les gens nous disent bah, je pique du nez qu'on augmente ou que l'on baisse. Hein. Il y a des méthadonémies, on peut faire des méthadonémies, c'est-à-dire des prises de sang, soit juste après la prise, soit juste avant la prise pour savoir s'ils sont surdosés ou pas. Mais bon, a priori, ça se voit. Mais par contre, voilà. Je vais vous dire un petit peu pourquoi on fait d'autres méthadonémies après. Mais parce que du coup, la méthadone, comme les traitements de substitution autres, comme la buprenorphine, sont a priori préconisés en une seule fois par jour. Sauf qu'il y a des gens qui sont ce qu'on appelle des métaboliseurs rapides, à savoir que leur méthadone, elle ne leur dure pas 24 heures et que dans ces cas-là, ils sont obligés de le fractionner en 2 fois. Et c'est quelque chose d'assez classique. Hein, donc, classiquement, on dit qu'il faut en 1 fois, mais si c'est fait en 2 fois, c'est pas une ineptie. Et là, du coup, parfois, on peut faire des méthadonémies pour voir si effectivement on est dans le cadre de quelqu'un à qui on va le prescrire en 2 fois. La méthadone, au bout de 1 an, donc, on peut la prescrire en méthadone gélule, mais ça n'est que après 1 an de stabilisation. Les méthadones gélules, donc, elles ne sont un peu moins. Il n'y a pas de haut dosage à 40, par contre, il y a un dosage plus faible à 1 milligramme. Voilà, donc on va revenir après un peu sur la méthadone, mais on va avancer. Et on va passer à la buprenorphine. Donc la buprenorphine, c'est ce qu'on appelle le Subutex, hein, la molécule qui a été vendue sous le nom de Subutex, c'est de la buprenorphine au dosage. Après, on a eu des génériques. Donc c'est une molécule qui se met sous la langue. Hein, et qu'on laisse fondre pendant 5-10 minutes, qui n'a pas obligatoirement un bon goût et qui a un effet pareil, a priori sur 24 heures, mais parfois les gens en ont besoin en 2 fois, avec des dosages alors pour le Subutex, c'était 0,4, 2 et 8 mg, et maintenant qu'il y a des génériques, il y a des dosages intermédiaires à 1, 2, à 1, 4 et 6 mg. Donc, on augmente pareil, progressivement,
Et donc, la buprenorphine peut être prescrite par tout médecin. Hein. On n'a pas besoin d'avoir une qualification quelconque, on n'a pas besoin d'avoir une spécialité quelconque. Tout médecin peut prescrire de la buprenorphine sans faire de contrôle auparavant avec une bandelette, par exemple. Ce qui a permis que la France soit le pays où il y a eu beaucoup de retard pour la diffusion des traitements de substitution, mais par contre une diffusion très large et avec quand même une bonne efficacité. Donc la buprenorphine, on augmente et on augmente donc jusqu'à, bon, grosso modo, la plupart des gens sont quand même équilibrés avec entre 8 et 16 mg, mais il y a des gens pour qui il faut effectivement monter plus et parfois on dépasse les dosages. Parfois les gens sont pas suffisamment dosés parce que le médecin qui leur a induit est un peu frileux et pense qu'il ne faut pas monter tellement. Et du coup, parfois, ils vont voir deux médecins. Donc, ce n'est pas obligatoirement un mésusage qu'ils font, c'est parce qu'ils ont effectivement un dosage qui n'est pas suffisant et que quand on les rééquilibre, on arrive à un dosage efficace. Chez la femme enceinte, on peut prescrire la méthadone et la buprenorphine. Et moi, quand je fais des formations auprès des médecins généralistes, je leur dis qu'une femme enceinte qui arrive et qui est dépendante et qui a un produit quelconque opiacé, il faut qu'elle ressorte avec une ordonnance de buprenorphine tout de suite, le soir même, et que n'importe quel addictologue prendra en charge le relais de cette prescription parce que c'est quand même très important qu'elle puisse d'emblée être prise en charge avec un traitement de substitution. Alors, ça se fait sur des ordonnances sécurisées, donc avec un certain nombre de règles. Donc, il faut qu'il y ait le nom, le prénom du prescripteur. Il faut qu'il y ait le nom, le prénom, la date de naissance du patient et taille et poids si nécessaire. Bon, ça, on ne sait pas très bien à quoi ça sert. Donc, il faut que ce soit des ordonnances sécurisées, c'est-à-dire des ordonnances où il y a en bas un petit carré filigrané dans lequel on mettra le nombre de médicaments qu'on a prescrits. Il faut que les médicaments que tout soit marqué en pleines lettres, en toutes lettres, hein, c'est-à-dire que Subutex, 8 mg, donc rien avec des chiffres, hein, avec la quantité de médicaments, avec la durée, avec le nom de la pharmacie et avec éventuellement le fractionnement ou le non-fractionnement de la prescription. C'est-à-dire que si on veut que le patient ait tout d'un coup, on met une seule délivrance. Voilà. Donc ça, c'est une ordonnance de prescription qui peut être de méthadone ou de buprenorphine. Il n'y a pas de différence de prescription. Et je vous ai fait une ordonnance de délégation parce que on a vu que la méthadone ne pouvait être prescrite que par des médecins de XAPA ou par des médecins qui étaient PH, qui étaient praticiens hospitaliers. Mais pour que, effectivement, les patients qui sont stabilisés ou pour qui c'est mieux qu'ils soient pris en charge en ville, eh ben, rapidement ou moins rapidement, on peut faire une ordonnance de délégation. Et donc, je sous-signais, docteur machin, passe la prescription de monsieur X au docteur Intel. Et ce docteur Intel pourra augmenter, diminuer, arrêter la posologie de ce médicament tant qu'il le veut. Mais par contre, il ne peut pas repasser cette délégation à un autre médecin. Donc, ça veut dire que si le patient déménage, il doit repasser par un XAPA où il faut qu'on s'organise. Bon, en général, on facilite les choses et on organise plus facilement. Voilà, c'est un petit peu rapide sur la prescription, mais comme il n'y a pas beaucoup de médecins, c'est pas très important parce que voilà, le tout c'est de savoir que buprenorphine peut être prescrit par tous les médecins, méthadone n'est réservé qu'à certains médecins, mais avec une délégation possible pour la suite. Et alors, comme il y a des problèmes avec les médicaments opiacés, comme avec les opioïdes, on peut avoir ce qu'on appelle des overdoses. Donc, les overdoses, c'est bradypnée, donc le ralentissement du rythme respiratoire. C'est éventuellement le coma.
et le myosis, donc le noir des yeux, les pupilles qui sont très serrées. Donc ça, c'est une overdose et ça peut survenir avec tous les opiacés. Et comme vous disiez, Olive, il y a des puissances d'opiacés différentes. Et du coup, avec du fentanyl, effectivement, on peut être beaucoup plus facilement, je dirais, en overdose qu'avec de la codéine. Et du coup, il faut savoir réagir. Et voilà comment on réagit. Allez, Olive, réagis. Oui, du coup, en fait, il y a un programme qui a été, on va dire, promu par l'OMS qui demande en fait un accès beaucoup plus large de l'analoxone. En fait, hein, l'analoxone, c'est l'antidote des opioïdes. Hein. En fait, c'est une molécule qui va se fixer sur le récepteur des opioïdes sans avoir l'effet, on va dire l'effet opioïde, et qui va, on va dire, libérer ces récepteurs, alors actifs pendant quelques temps. On a notamment, enfin, en milieu hospitalier, hein, il y avait une naloxone qui était prescrite, enfin, qui s'appelle le Narcan, qui était sous forme, on va dire sous forme d'intraveineuse, mais donc c'est ce qui sera utilisé une fois que les gens sont hospitalisés et sous, on va dire scopé, etc. Mais par contre, ce qui est important de savoir pour les usagers, pour les professionnels qui accompagnent des usagers de drogue intraveineuse, pour les familles autour de ces usagers-là. Hein, et les usagers, en fait, ça peut être une petite mamie qui prend un traitement opiacé. Hein, c'est pas forcément, on va dire, l'héroïnomane que vous connaissez, qui est dans la rue. Ça peut être tout le monde, hein, puisqu'on promeut en fait la prescription de naloxone dès qu'il y a une prescription d'opiacé. Alors, et donc cette naloxone, pour le commun, voilà, pour vous, pour nous, médecins qui ne sommes pas des médecins hospitaliers en réa et qui n'avons pas le Narcan, c'est deux formes. Donc il y a une forme on va dire, en injection intramusculaire, hein, qui est le prénoxal, qui est sur la droite de l'écran, et une forme nasale, qui est le nixoïde, qui est, voilà, on l'a depuis septembre 2021. Alors avant, il y avait une autre forme qui a été stoppée au niveau de son usage pour des raisons de coût, je pense, hein, auprès de l'agence du médicament. Donc l'idée, c'est quand on fait une prescription d'opiacés, il faut systématiquement s'assurer au moins une fois par an que les gens aient du Nixoïde ou du Prénoxade avec eux et que globalement leur entourage sache à peu près comment s'en servir. Globalement, donc c'est traitement d'urgence, des surdoses d'opiacés, donc à partir de 14 ou 18 ans, en fait, selon la forme utilisée. Le conditionnement, voilà, c'est pour la forme nasale, hein, qui est finalement la plus courante en fait et la plus facile d'accès. C'est des pulvérisateurs à mettre dans le nez, un peu comme du Prorinel voilà, c'est quelque chose à mettre dans le nez. Alors sachant que par contre dans le pulvérisateur, il n'y a que la dose nécessaire, donc il faut vraiment pas faire ça dans l'air, hein, pas amorcer la pompe dans l'air. Il faut vraiment directement la mettre dans le nez. Donc il y a un protocole. Hein. L'idée, c'est que, comme je vous l'ai dit, donc l'analoxone va se fixer au récepteur, mais elle n'a pas une action très très longue. Donc en fait, comme on a par exemple la méthadone qui dure 35 heures, la demi-vie de la méthadone est très longue, dès que l'analoxone a fini son rôle, comme il y a encore de la méthadone, dès que l'analoxone a fini son rôle, c'est ça, comme il y a encore de la méthadone qui circule, elle va se refixer au niveau des récepteurs et il peut y avoir reprise de l'overdose. Donc, l'action de ce traitement, c'est un traitement court. Hein. D'où l'idée, c'est j'appelle d'abord les pompiers. Donc, j'appelle les secours, le 15 ou le 112. Je fais la première dose. Et s'il n'y a pas d'efficacité de la première dose, je fais une deuxième dose au bout de 2-3 minutes. Mais l'idée, c'est vraiment j'appelle les secours en premier parce que voilà, l'effet de l'analoxone est très court et très bref. Ça permet de sortir les gens de leur overdose, hein, clairement. On a des gens qui font presque un syndrome de manque, qui se réveillent en sursaut, qui respirent, qui ont même des angoisses, mais qui peuvent refaire dans les minutes qui suivent de nouveau une overdose parce que l'action est assez courte. Donc l'idée, c'est que les pompiers soient sur le chemin.
Vous avez, alors il y a quelque chose qui est assez intéressant, si tu peux revenir en arrière, Michel, un site qui s'appelle naloxone.fr, Mm. qu'il est important en fait de signaler aux usagers, à leurs familles, même à nous tous et toutes les professionnels, pour vraiment voilà, connaître l'usage de cette naloxone, voir comment elle se pratique. Alors, nous au XAPA, on a aussi la forme intramusculaire. Et aux États-Unis, par exemple, j'avais vu un reportage, les enfants sont formés dans les écoles à pratiquer l'intramusculaire, globalement, par exemple, sur leurs parents, quand il y a. Parce qu'en fait, bon, avec la crise des opioïdes aux États-Unis, il y a beaucoup d'usagers de drogues opiacées. Et donc, un des moyens d'éviter les décès, c'est vraiment d'apprendre aux enfants à piquer en intramusculaire. Euh, euh, de voilà l'usage de l'analoxone. Voilà. Alors, on va vous fournir. Alors, je ne sais pas si Laetitia est là. Laetitia, c'est la documentaliste d'Arca qui nous a préparé une bibliographie dans laquelle bah, vous aurez tous les sites naloxone et compagnie. Et vous avez aussi un lien vers. Ah bah si Laetitia est là, bah oui, elle peut parler. Tout à fait, je vous entends. Bonjour Michel. Bonjour Yann. Bonjour. Donc, je vous ai transmis à l'instant dans le chat des liens pour accéder au dossier complet sur les opioïdes. Et quant à la bibliographie qui a été réalisée pour cet art café, elle vous sera, je pense, transmise par mail à l'issue du webinaire. Ouais. Brièvement, je vais juste vous présenter le sommaire, puisque nous avons travaillé en lien ensemble. Donc, vous aurez un petit récapitulatif des données d'observation, une présentation des traitements de substitution aux opiacés, des antalgiques disponibles et également différents liens sur le produit de la naloxone. Donc, avec notamment différentes affiches réalisées par le CIEP PACA, qui a réalisé un site internet et différents supports de communication vraiment très complets. Donc, je vous invite à découvrir si jamais vous ne connaissez pas encore. Pour terminer, vous aurez un passage sur la réduction des risques et des dommages avec le lien que l'on peut faire à destination des pharmaciens et pharmaciennes. Et enfin, une sélection de sites internet. Voilà, Michel est en train de... Voilà, vous recevrez tout ça avec le lien pour revisionner le webinaire. Et il y a aussi des vidéos qui ont été faites par le CEIP justement sur comment utiliser ces traitements avec l'analoxone, que ce soit pour le Nixoïde ou le prénoxade. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question, voilà, ou même recherche documentaire. Merci. Oui, merci beaucoup. Il y a Léa qui notait sur la conversation. En fait, il faut rappeler qu'en effet, l'analoxone crée un syndrome de sevrage, donc crée vraiment un manque et un état, on va dire, d'anxiété. Moi, par rapport au sevrage, et notamment, enfin, moi, je dis souvent ça au secrétaire du XAPA, un usager, une usagère qui vient en manque, c'est normal presque qu'il soit désagréable, qu'il soit énervé, qu'il soit en difficulté, parce que imaginez que vous ayez la grippe, la gastro en même temps, parce que c'est ça, les syndromes du sevrage, c'est des courbatures, des frissons, de la diarrhée. Et une anxiété Et phénoménale. une anxiété phénoménale. Donc, si quelqu'un vient alors je vais utiliser un terme fort, mais vous agresse, entre guillemets, en tout cas, est très mal et qui demande instamment un traitement, c'est pas parce qu'il vous veut du mal, c'est simplement parce que lui est très très mal, ou lui ou elle est très mal. Et ça, moi, c'est quelque chose que je dis souvent, on va dire autour de moi, dire non, non, mais t'inquiète, là, on va traiter rapidement son syndrome de manque parce que du coup, c'est pas qu'il t'en veut, c'est qu'il est très très mal et que on essaie d'aller le plus vite possible au niveau de soulager ce syndrome de manque. Hein, voilà. C'est pas Et une peut-être que volonté vous le d'être reverrez désagréable. jamais. Et c'est Peut-être que ça. vous le reverrez jamais, mais c'est pas grave, vous l'avez soulagé, il sait que ça peut le soulager et il reviendra, il en profitera peut-être plus tard.
Je crois qu'il faut vraiment se déculpabiliser sur ces histoires de on va induire des choses quelconques chez les usagers. S'ils viennent vous demander quelque chose, c'est que de toute façon, enfin, moi, j'ai jamais essayé de prendre de la buprenorphine, mais je pense que si quelqu'un qui n'en a jamais pris se retrouve à en prendre, on n'est vraiment pas bien. Donc, c'est pas un plaisir, je pense, que de se retrouver dans un état complètement euh, surdosé en produits. Alors, on a peu de temps, je suis désolé, on a encore, comme d'habitude, bouffé du temps à causer, mais bon. Est-ce qu'il y a une ou deux questions, une ou deux remarques? Non, ça n'a pas l'air. On va se dire au revoir. À Bonne bientôt. journée à tout le monde. Merci. Merci, au revoir. Merci Au beaucoup. Au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir.